Bon, eh bien, bonjour. Donc, je m'inscris dans ces plaisirs partagés. Et aujourd'hui, le thème qui avait été adopté par plusieurs d'ailleurs, c'était l'esprit du lieu. Alors, quand on parle de lieu, il s'agit bien d'un espace, mais un espace qui est vécu, c'est-à-dire là où une vie se déroule, là où l'homme entretient un certain rapport avec son milieu. Je veux dire que ça va renvoyer à des caractéristiques de ce lieu, des caractéristiques à la fois morphologiques, géographiques, mais surtout à son histoire, à son atmosphère, à son ambiance, à la manière dont on y habite. Bon. Donc, pour cette rencontre, pour faire simple, j'avais un petit peu envie de revenir sur la balade qu'on a fait à Nantes, de partir de certains des bâtiments qu'on a vus. On pourra voir aussi des choses qu'on n'a pas pu voir parce que c'était fermé. Et puis, si le temps le permet, donc je vais essayer d'aller très vite, d'ouvrir sur d'autres bâtiments qui sont à travers le monde, dont certains qu'on a déjà vus. Bon, Nantes, qu'est-ce qui caractérise cette ville? Je crois que c'est d'abord la Loire. C'est-à-dire que vous avez comme ça ce phénomène d'espace où on est un petit peu entre ciel et terre, avec le fleuve qui reflète le ciel. Et là, ben, vous avez une vision d'une portion de Nantes où vous avez tout un ensemble de constructions des années 60-70, et on verra en quoi ce qui va nous intéresser aujourd'hui est un peu le contraire de ce type de construction. Bon. Ce qui m'intéresse, ça va être l'île de Nantes. C'est ce qu'on a visité. Donc, on va refaire un peu rapidement cette balade. L'île de Nantes, là, vous connaissez les anneaux du Rhin, avec toujours cette proximité de la Loire et puis des traces. On voit cette grue, ce regard sur la Loire vers son estuaire, cette projection vers l'ouest, là, ou, là à nouveau, ou le spectacle de la ville de Nantes. C'est-à-dire que ce lieu se caractérise par à la fois son espace, mais aussi par le fait que c'est un endroit où est donné en spectacle et le paysage qui s'ouvre de Nantes vers la mer et la ville de Nantes qui se développe là comme un panorama sous le regard. Bon. On voit assez intéressant de voir toute l'estacade là qui tient le quai de la Fosse et les immeubles qui sont en face. Donc, on avait ce spectacle permanent. Et effectivement, l'autre caractéristique, c'est que ce lieu, il est vécu comme étant un lieu de mouvement, hein, c'est ce qu'on a vu, et aussi un lieu d'arrêt, de pause, de regard sur ce qui est en face. Bon. Ça, c'est comment on l'habite aujourd'hui. C'est aussi un lieu de regroupement. Hein. Aujourd'hui, on ne verrait peut-être pas cette scène à cause du Covid, mais c'est quand même quelque chose qu'on trouve à Nantes. Et là, on voit bien cette alternance entre des endroits où on circule, des endroits où on marche, des endroits où on monte et les endroits où on se pose. Donc cette alternance qui entretient presque toujours un rapport avec le fleuve. Donc voilà les aménagements qui préexistaient, qui ont été complétés et qui favorisent effectivement cette circulation le long du fleuve avec des densités de circulation plus ou moins importantes en fonction des périodes de l'année, de la semaine, etc. Et des aménagements ponctuels qui viennent un peu habiter, permettre d'avoir des activités plutôt de loisirs en général tout dans ce fleuve. Mais parallèlement, lors de ces balades, nous constatons, là vous voyez, au sol, des éléments de mobilier urbain, pardon, des pavés, des rails, des marques qui nous renvoient dans un ailleurs, mais cette fois-ci un ailleurs temporel. Donc à la fois, on a le spectacle de la ville d'aujourd'hui et on a des traces comme ça qui nous renvoient à un passé, à une histoire de l'île, une histoire du quartier. Et effectivement, cette île était un lieu de travail, c'était un lieu où vous aviez les ports, les chantiers navals, et là, on voit qu'il ne reste plus rien de ça, c'est devenu aujourd'hui un lieu plutôt d'habitat, hein, on voit à gauche, et de loisirs. Donc, je fais référence à cet aménagement
de l'île de Nantes, qui a été réalisé par les ateliers de l'île de Nantes, en particulier par Alexandre Chemetov et Jean-Louis Berthaumieux, et qui ont créé ce qu'on appelle un plan guide. C'est-à-dire que le principe qu'ils ont adopté pour cette île, ça n'est pas de formuler un programme où tout ce qui serait à réaliser serait par avance pensé, serait programmé, mais c'est plutôt de définir des caractéristiques à respecter pour un avenir qui n'est pas encore connu. C'est-à-dire que le principe, c'est d'être dans un lieu qui a un passé, qui a une histoire, mais qui aussi a un avenir qu'on ne va pas figer. Et c'est ce qui va faire la qualité de ça. Et là, effectivement, vous êtes dans un lieu où vous avez, alors là, on est tout près du Palais de Justice, on est à côté d'une très intéressante architecture de logement faite par Michelin, et vous avez eh bien, cette présence du passé de l'île qui est permanente, avec même une confusion entre ce qui appartient réellement au passé ou ce qui a été reconstitué lors de cet aménagement qui s'est réalisé entre 2000 et 2010. Donc, tout ce travail sur l'île de Nantes. Voilà donc ces traces-là qui nous renvoient toujours à ce passé et qui sont de plus en plus marquées au fur et à mesure qu'on approche du site des ateliers de l'île. Bon, ici, donc, nous voyons à la fois les aménagements récents, à la fois les pavés anciens, des cailloux qui sont plutôt typiques de transition de bord de fleuve, de la végétation locale, mais aussi de la végétation exotique. Il faut penser que Nantes était un port qui entretenait beaucoup de relations avec l'outre-mer, en particulier les Antilles. Et vous avez ce jeu permanent entre les passerelles récentes et des aménagements beaucoup plus anciens. Ce jeu qui joue, je vous ai dit, sur les aménagements pour les circulations, qui joue aussi sur les remblais, qui joue sur le végétal, en prenant en particulier en compte le fait que la Loire est un fleuve qui bouge beaucoup, puisqu'il y a des crues, mais qui est aussi à Nantes sujet aux marées. Donc, vous avez comme ça des changements importants du niveau d'eau, et une végétation qui est liée à cette caractéristique. Donc, tout cela n'est pas seulement conservé, mais est mis en scène, à tel point qu'il est souvent difficile de reconnaître, je vous ai dit, ce qui appartient au passé ou ce qui vient d'être réaménagé, puisque les éléments qui sont rapportés, en particulier au niveau des végétaux, sont des éléments qui se fondent complètement avec le site. Donc vous vous souvenez de cette promenade, et dans cette promenade a créé tout un espace où, là où il y avait du travail, et bien maintenant, c'est un espace de repos, de loisirs, de détente, de rencontres. Donc, vous avez dans la caractéristique de ce lieu une inversion totale de sa destination. On est passé d'un lieu d'activité intense, vous aviez 4 cales à bateau, vous aviez des rampes, donc d'une activité et des grandes halles de fabrication, d'une activité intense à une autre activité qui est l'activité du début du XXIe siècle, qui est, en l'occurrence ici, le loisir. Bon, pas seulement, on verra tout à l'heure. Donc c'est intéressant que ce grand parc-là des chantiers est aménagé avec toujours ces traces très présentes qui nous convoquent son activité portuaire précédente. Donc toujours cette balade, et là vous voyez, au niveau des aménagements, des recouvrements, il y a toujours ce dialogue permanent entre le passé et les aménagements présents. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, avec parfois des choses très, très belles au niveau de l'aménagement. C'est ce qu'on avait vu avec, dans ces balades. Et effectivement, avec cette sensation de ce plaisir de marcher dans des espaces très, très amples, très respirants, avec toute une succession d'événements, c'est-à-dire qu'on peut monter, on peut se poser, on peut s'arrêter, on peut regarder, et donc tous ces événements qui convoquent une vie qui n'est plus là, mais dont les traces sont très, 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 très
présente et qui provoque notre imaginaire, et on peut retrouver un petit peu toute cette vie passée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces éléments deviennent des objets presque spatiaux très, très forts, hein, avec des perspectives comme ça qui sont envisagées, et puis avec cet objet central qui est la fameuse grue, que l'on voit d'un peu partout, et qui est un repère dans le lieu et qui est un repère aussi à l'échelle de Nantes. Alors, voilà des photos relativement anciennes, c'est-à-dire au moment où les aménagements venaient d'être terminés. Hein, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Et cette grue qui prend une échelle colossale et derrière lequel on a toujours ce spectacle de la ville de Nantes. Bon. Donc, intéressant comme ça de voir que dans ces caractéristiques de ce lieu, eh bien, ces grands objets presque vivants, hein, deviennent des lieux qui convoquent une vie passée et qui sont les supports d'une vie d'aujourd'hui. Vous voyez, ces groupes qui viennent occuper ces lieux. Bon. Donc, tout ce quartier, c'était l'ancien port, lieu d'activité très intense. Hein. On voit ici, il y avait les chantiers navals. Ici, il y avait le hangar qui récupérer tous les produits du transport venant des Antilles. Ici, vous aviez une gare de triage. Donc, il y avait comme ça tout un ensemble. Et c'est tout cela qui a disparu, mais dont on garde les traces, hein, y compris même des petits abris de réparation ou d'hibernage de bateaux qu'on va trouver sur le site. Bon. Donc, et là, ici, le hangar Banane, qui lui aussi s'est vu changer de destination, puisque c'est devenu essentiellement un lieu aussi de loisirs, puisque vous y retrouvez une très grande salle d'exposition, mais surtout des restaurants, des cafés, voire même une discothèque, il me semble. Et là encore, où il y avait un travail, un lieu de travail, un lieu de commerce, un lieu d'activité, eh bien maintenant, vous savez, c'est devenu un lieu de détente qui est très, très largement occupé par les Nantais. Bon. Donc, c'est ce basculement qui est intéressant et qui est vraiment dans l'esprit des concepteurs, hein, cette manière comme ça d'à la fois d'inverser complètement l'usage de ce quartier, mais tout en gardant ses caractéristiques et en développant d'autres aspects, y compris même la création de plages, hein, qui renvoient à ce qu'on va plutôt trouver sur des bords de Loire, à d'autres endroits, ou qui renvoient à la mer. Donc là, on est vraiment dans cette inversion totale. Bon. Et un autre point fort, ce sont les aménagements des grandes halles du Bijon, des halles qui étaient vraiment liées à une activité industrielle très lourde, hein, la construction navale, halles qui ont été refaites en 2007. Là, vous avez le nom des architectes, hein, dont Patrick Bouchin, entre autres, et les noms des artistes, hein, qui ont participé à la réfection de cette halle et qu'on a visité largement. Et là où on voit que la caractéristique a été non pas de reconstituer la halle à l'identique, mais de conserver sa structure en état, avec les traces du passage du temps, avec même la double structure. Vous voyez qu'il y avait une structure de béton armé plus une structure pour la deuxième et la troisième halle de métal. Donc, conserver ça. Et le toit, lui, a été remplacé par un toit de verre. Là, on a vraiment la mise en scène, hein, de cette double structure. Et a été mis sur le toit un toit de verre avec cette petite subtilité qui est très intéressante sur un des pignons de la halle, où on voit que le toit ne coïncide pas exactement avec la structure. C'est-à-dire que là, ce qui appartient au passé et ce qui a été rajouté aujourd'hui se dévoile, hein, se dénonce par ce glissement. Bon. Vous voyez aussi l'importance du végétal qui vient se réapproprier la halle, un peu comme le végétal se réapproprie une friche. C'est-à-dire que l'idée de friche est très présente tout en l'ayant transformée en un lieu d'activité contemporaine. Donc, et tous les aménagements qui ont été faits ne viennent pas cacher
la structure, mais vient s'inscrire dans la structure. Donc, on a en permanence ce respect de la beauté de cette structure. Alors là, intéressant à nouveau, on retrouve le même thème, comment d'un lieu de travail, on est passé à un lieu de loisir qui est très, très fréquenté par les Nantais, et pas seulement, avec en particulier l'hébergement des machines de Lille, des ateliers des machines de Lille et du célèbre éléphant qui circule sur ce parcours. Ailleurs dans l'île, on va retrouver les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que d'autres halles industrielles ont été préservées, ici c'est le parc des fonderies, ont été préservées pour devenir des lieux de promenade, des lieux de détente. Ici, plus loin, vous avez la végétation qui se densifie, ça devient comme un parc, dans lequel apparaissent les machines de l'ancienne industrie, donc là, qui sont très présentes. Et tout ça noyé dans un lieu où vous avez d'autres activités et vous avez des logements. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette coprésence d'un passé qui est respecté, qui est mis en scène, et d'un présent, et voire même d'un devenir, qu'on verra tout à l'heure. Bon. Alors, quand je parle d'habitat, donc voilà une réalisation de Michelin qui est fort intéressante, c'est-à-dire que plutôt que de faire, comme on a vu tout à l'heure dans la première image, une grande barre ou une grande tour, il a fait plusieurs plots sur un jardin suspendu qui est au premier étage, donc inaccessible au public. Et chacun de ces plots, pourquoi est-ce qu'il a divisé? D'abord pour éviter le grand ensemble, et chacun de ces plots est orienté de telle manière et prolongé par des balcons qui font que chaque habitant a une vue sur la Loire. C'est-à-dire que l'autre caractéristique, c'est qu'il y a en permanence ce rapport à la Loire qui est préservé. Bon. Et devant cet ensemble-là, vous avez ici un ensemble végétal extrêmement dense. Et là aussi, c'est intéressant. En fait, c'est une friche, la friche Alstom, qui était ici, et qui a été réinvestie par un végétal sauvage. Et le choix qui a été fait, à partir de 2005, c'était de respecter cette végétation sauvage. C'est-à-dire que plutôt que, là encore, d'aménager, de dessiner un parc, on respecte une nature qui s'est imposée sur le lieu. Alors, depuis, ce coin de nature sauvage est ouvert au public, mais avec des systèmes de grilles qui font que la déambulation ne vient pas altérer la vie sauvage de cette nature. Donc, c'est intéressant toujours ce lien avec une vie parallèle qui n'a pas été décidée au préalable par des promoteurs. Sur cette île, des bâtiments remarquables ont été réalisés qui sont un petit peu dans le même esprit. Je pense en particulier à l'école d'architecture de Lacaton et Vassal. Alors, Lacaton et Vassal, deux grands architectes et qui ont entre autres refait l'aménagement du palais de Tokyo. Ici, ils ont réalisé en 2009 l'école d'architecture, et c'est intéressant de voir comment elle se présente, elle aussi, comme étant comme une sorte de friche industrielle. On retrouve une structure béton, comme on en a beaucoup construit au début du XXe siècle, une structure béton faite de poteaux et de dalles, et ils ont conservé cette idée-là, faite de poteaux et de dalles, avec juste une enveloppe qui l'habille, une enveloppe industrielle aussi, un synthétique transparent qui l'habille, et qui ne viennent à aucun moment masquer cette structure. C'est-à-dire que l'enveloppe, elle a vraiment une fonction d'enveloppe, c'est tout. Et l'intérêt de cette école particulièrement est d'avoir créé un premier niveau de construction qui est fait de ces poteaux et de ces poutres en laissant un très grand espace libre, à la fois en hauteur, puisque vous avez 3 hauteurs différentes, ça peut être des hauteurs de 7 mètres, de 14 mètres ou de 21 mètres, et à l'intérieur de ces hauteurs de 7 mètres, on peut resubdiviser. C'est-à-dire que le principe est un petit peu comme tout le reste de l'île, ne pas répondre à un programme prédéfini, mais produire une boîte qui pourra accueillir un programme qui évolue, qui pourra accueillir une manière d'habiter qui évolue. Et effectivement, eh bien, cette école
est occupé par les étudiants avec toutes sortes de configurations en fonction d'événements qui peuvent y avoir lieu, avec des densités plus ou moins importantes. Et effectivement, vous avez des espaces qui sont de nature très différente, des espaces très amples, très lumineux, des espaces beaucoup plus petits, avec des demi-hauteurs. Et en permanence, cette présence de cette structure, un peu comme on peut trouver dans un local industriel en béton armé. L'autre intérêt aussi, dans cette enveloppe qui laisse partout voir la spatialité de l'école, eh bien, c'est aussi une vue permanente sur la ville, une vue un petit peu déformée, mais avec des grandes ouvertures qui donnent vraiment des lieux de spectacle, des lieux de contemplation de la ville, vous voyez, sur ces grandes plateformes. Bon. Cette école a aussi une autre caractéristique, c'est que ces plateaux sont reliés entre eux par des rampes, on devine ici, qui font que c'est vraiment un équipement tridimensionnel où on glisse d'un niveau à l'autre. Vous voyez, tout le cheminement qui arrive jusqu'à une terrasse, la terrasse de laquelle on a là encore une vue sur la ville qui est une vue imprenable. Alors, donc voilà l'arrivée sur la terrasse. On retrouve là encore ces mêmes matériaux industriels. La Caton Vassal étant d'ailleurs très fervente, ces matériaux industriels. Et cette terrasse qui devient une place sur le toit, une place où même à l'occasion, ici c'était à l'occasion d'un estuaire, on peut trouver des véhicules, mais cette fois-ci vraiment à hauteur. Bon. Donc, toute l'île, dans ce principe, a été un immense chantier où des règles à respecter ont pu donner une cohérence, mais des règles qui ne décident pas de la forme des bâtiments, donc ce qui ont donné une très grande diversité de morphologie, une très grande diversité d'aspects, de textures, mais aussi qui correspond plutôt à la grande diversité aussi de fonctions de l'île. C'est-à-dire que vous avez une volonté d'avoir une mixité des usages, vous avez beaucoup d'activités de bureau, mais aussi d'activités artisanales, vous avez du logement, vous avez beaucoup d'équipements, et vous avez aussi surtout des écoles, et on verra que tout à l'heure que c'est un axe principal de cette île de faire tout un centre de formation à la création, d'écoles de création. Alors parmi ces bâtiments, très nombreux bâtiments, je me suis arrêté juste sur quelques-uns qu'on avait vus, un que j'aime beaucoup, ce bâtiment réalisé par l'agence Formacis, et qui ont réalisé un ensemble de bureaux dans cette sorte de cube recouvert d'une résille de cortène, d'acier cortène, très très belle, et qui, elle aussi, nous rappelle complètement le site industriel, le site des chantiers, dans lequel l'acier cortène est très présent. Bon. Une de ces qualités de ce bâtiment, vous voyez, là c'est une résille qui est très fine, avec des vitrages affleurants qui créent un jeu entre les reflets du ciel et cette beauté de la peau en acier très remarquable. Autre caractéristique aussi, c'est que l'acier, il est mis en scène aussi pour l'entrée, et surtout, cette sorte de cube d'acier repose sur une base de verre qui lui donne une très grande légèreté. Je trouve que c'est vraiment un bâtiment qui est superbement réussi. On avait vu ça avec ce jeu entre l'intérieur et l'extérieur qui se situe à ce niveau-là. Bon. En face de ce bâtiment, vous avez l'immeuble Mani qui a été fait par l'agence Tétrac. Et puis ici, vous avez des halles, les grands hangars, les grandes halles des entreprises Alstom dont on va parler tout à l'heure. Bon, alors, l'immeuble Mani, voilà, donc fait par l'agence Tétrac, avec, en 2009, avec une œuvre sonore qu'on peut distinguer quand on passe à côté et qui renvoie aussi à cette idée de faire vraiment de cette île un lieu de création. Donc, une œuvre de Rolf Julius.
Bon, plus loin, l'agence Tétrarque a réalisé la fabrique, on l'avait vu également. Alors là encore, on a ce jeu entre le passé et le futur. La fabrique est un lieu destiné, alors il est en 2 bâtiments, je sais pas si on verra plus loin, l'autre, destiné à tout ce qui est création, musique expérimentale. Donc, il y a des salles de concert, il y a des studios, il y a des lieux de convivialité, des bars. Donc, c'est vraiment l'idée d'être un lieu de création, un lieu d'expérience. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est posé sur un socle qui est un ancien bunker, en fait, qui était un abri pour les ouvriers des chantiers, un abri pour se protéger des bombardements. Bon. Autre petit point d'histoire, il inscrit entre la partie récente, qui est une sorte de grande voilure métallique, donc, qui renvoie vraiment aux technologies nouvelles, et quelque chose qui suggère aussi les vibrations du son, et est inscrit un bus qui aurait été le premier selon une histoire que je n'ai jamais pu vérifier, le premier abri de l'association autour de ces créations musicales. Bon. Alors voilà donc cette vêture de métal là. Et voilà donc à l'intérieur, le café qui était à l'intérieur, avec une forte présence, effectivement, de la dégradation du béton armé du bunker. C'est-à-dire qu'il ne s'agit surtout pas de masquer le passé, mais plutôt de le mettre en scène. Donc, de l'autre côté, juste à côté, voilà le reste de l'équipement, qui est lui aussi avec une vêture métallique en tôle ondulée, et qui j'ai pas mis l'image, elle est partie ailleurs, qui vient, on le devine ici, qui vient, cette partie-là, s'imbriquer dans la grande halle du Bijon, dans laquelle vous avez le passé et un présent, mais un présent qui projette vers le futur, c'est vraiment la création musicale contemporaine qui est... Bon. Alors, parmi toutes ces réalisations, il y a des réalisations très atypiques aussi. Par exemple, le groupe scolaire Aimé Césaire, fait par l'agence Mabille Reich, en 2013, qui est une construction faite de bois avec des sortes de galibelles qui font toute l'enveloppe et qui a comme particularité d'avoir un toit végétal sur lequel on circule. On est juste à côté de la fabrique, c'est-à-dire que vous avez ici une nature de matériaux totalement différente, un répertoire de matériaux totalement différent. Et donc voilà ce que ça donne, une école assez audacieuse. Plus loin, vous voyez des ensembles de logements. Donc on a comme ça cette mixité qui se retrouve dans le logement de bureau qui se trouve sur cette île. Je passe très vite. Alors, cette vitalité, cette manière dont cette île se transforme en permanence, je trouve qu'elle est bien marquée par l'œuvre de Liliane Bourgeat, le maître à ruban qu'on a vu lors de notre balade. Bon, voilà l'image que je cherchais. On voit bien ici la partie de la fabrique qui vient s'insérer dans les halles du Bijon, dans la nef du Bijon. Bon, ça c'est à l'intérieur, c'est le bar qui se trouve à l'intérieur de l'autre partie. Bon. À côté de ça, vous avez la halle Alstom que je vous montrais tout à l'heure, qui a été récemment entièrement reconvertie pour accueillir l'école des beaux-arts de Nantes et Saint-Nazaire, avec le site de Nantes, ici. Ce qui est intéressant, on voit, c'est que toute la silhouette, toute la volumétrie de l'ancienne halle a été préservée, a été conservée, mais pas seulement. Donc là, l'architecte, c'est Franklin Azy, et donc l'école de Beaux-Arts, récemment, je dis, est terminée en 2017. Alors là, je vous ai mis le nom de la photographe qui a pris ça, puisqu'elle a fait tout un reportage, elle a fait beaucoup de reportages sur Nantes, et en particulier sur cette école, et on va en voir tout à l'heure. C'est la même. Ça, c'est ce qu'est devenu cette halle, Alstom,
Et voici l'ancienne halle Alstom, hein, telle qu'on pouvait la voir jusque 2013-2014, là, avant ça, qu'elle ait été refaite. Et voici la vue intérieure de cette ancienne halle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un espace industriel très ample, hein, comme Nantes peut en avoir à cet endroit-là. Là, c'est au moment où on commence à se déshabiller pour sa transformation. Voilà. Et là, ce sont des vues, des simulations numériques pour montrer le projet. On voit que entre la réalité de la halle industrielle et le projet de l'école, il y a beaucoup de respect, hein, de la structure passée. Alors, nous n'avons pas eu la chance de la visiter, puisque pour cause, il y a beaucoup de bâtiments, à cause de ces situations de Covid, qu'on n'a pas pu visiter. Mais c'est un bâtiment qui, a priori, est ouvert au public, qui est ouvert aux habitants du quartier, qui est un lieu d'activité, qui est, là encore, avec une pluralité d'usages, c'est-à-dire c'est une école, bien sûr, mais c'est aussi un lieu d'expérimentation, c'est un lieu d'exposition, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'animation, c'est un lieu ouvert, je vous ai dit, au public. Alors là, ce qui est intéressant, ça c'est une vidéo qui a été réalisée par Valérie Joncheray, un film vidéo, où on voit une étape de cette transformation, c'est-à-dire que la reconversion de cette halle a nécessité un déshabillage complet et une reconstruction des boîtes à l'intérieur avant de réhabiller, cette fois-ci avec une enveloppe transparente. Donc, vous avez deux états de construction, cette enveloppe qui enveloppe complètement l'espace et en même temps retrouve la configuration de la halle traditionnelle, donc c'est vraiment le respect, là encore, de tout ce site industriel, et à l'intérieur, vous avez des boîtes qui, elles, répondent aux normes environnementales actuelles, hein, parce que vous comprenez bien que cette enveloppe serait très énergivore si c'était à elle d'assumer ce rôle-là. Donc voilà d'autres vues numériques de cette école des beaux-arts que j'espère bien qu'on aura la chance de visiter. Là, le lieu d'accueil, d'entrée, avec cette grande table ronde pour accueillir. Et voici donc des vues intérieures. On a perdu un peu de la couleur, mais des vues intérieures qui vous montrent cette dualité entre la grande structure métallique de la halle et son enveloppe et les boîtes qui vont recevoir les différentes fonctions attribuées au bâtiment. Bon, tout ça entre dans une autre logique qui caractérise ce lieu, hein, une volonté politique forte veut faire de l'île de Nantes, en particulier de ce côté de l'île, un quartier de la création. C'est-à-dire qu'il va y avoir un regroupement de plusieurs écoles liées à la création, en particulier la création artistique. Hein, j'ai repris la liste des écoles, c'est relativement impressionnant. Donc, il y a l'école nationale supérieure d'architecture qu'on a vu, il y a un pôle universitaire dédié aux cultures numériques, il y a l'école des beaux-arts, il y a il y a une école de design, il y a un pôle des arts graphiques, il y a la fabrique dédiée aux musiques actuelles qu'on a vues, et puis on peut aussi voir le hangar à bananes et 50 salles d'exposition contemporaines et les machines de l'île comme étant un lieu d'animation. Bon. Entre ces bâtiments sont créées des rues, des venelles qui jouent sur les transparences et reflets, hein, qui animent le. Alors, la caractéristique donc de tout cela, la caractéristique formelle, fait qu'on a une grande diversité de formes, une grande diversité d'usages, une grande diversité de formes, de volumes, de matériaux, de couleurs, qui s'opposent un petit peu à ce que je vous montrais dans la première image, hein, qui caractérise ça, avec un mixte entre des bâtiments anciens, des bâtiments récents, et avec des matériaux qui vont des matériaux les plus, on pourrait dire, high-tech aux matériaux les plus traditionnels
tel qu'on voit ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les berges du fleuve qui ont été entièrement retravaillées ont été retravaillées aussi avec l'idée de faire participer les habitants du quartier, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord des projets provisoires, mais qui avaient comme finalité de préfigurer les prochains aménagements. Et ça, on en a vu plusieurs à travers les années qui se sont succédées, hein, et qui montraient une manière qu'ont les habitants de s'approprier les berges de la Loire. Bon. Alors, ça nous renvoie à quels sont les projets à venir. Donc, voici une vue de l'île de Nantes aujourd'hui, avec ici toute la partie occupée par la SNCF, l'ancienne gare de triage, mais qui va être éjectée. Il y a aussi un grand marché international qui va être éjecté également. En revanche, l'hôpital va arriver dans cette partie-là, et tout ça va être une partie qui va être aménagée. Bon. Depuis 2016, c'est une nouvelle équipe d'aménageurs, une nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre qui s'appelle, vous avez le nom là, Ajoa Schuster. En fait, c'est l'association d'un atelier de paysagistes, Jacqueline Hosty, et d'une architecte urbaniste, Claire Schuster, avec un bureau d'études en génie urbain. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que cette équipe, elle est aussi constituée d'un bureau d'études de mobilité, c'est-à-dire que ça va être un point fort à étudier sur cette île, mais c'est vrai partout. Hein. Vous voyez à Rennes, par exemple, comment on s'intéresse beaucoup aux mobilités. Il y a aussi une structure dont la vocation est d'aller explorer le désir des habitants et de les faire participer au concept. Hein. Donc, ils participent. Et puis, vous avez aussi un bureau d'études de conception lumière. C'est-à-dire que ce n'est plus un architecte, comme ça pouvait être à une époque, mais c'est plutôt un ensemble de compétences. On m'a raconté ce matin qu'à propos du Palais Saint-Georges, il y avait 19 compétences différentes qui étaient regroupées pour étudier le projet. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire que ces lieux soient des lieux qui soient pris dans toutes leurs caractéristiques, hein, pas seulement l'aspect formel, pas seulement la fonction, mais aussi la manière dont on la vit, la manière, là, un concept de lumière, aussi une approche sensible, etc. Et la phrase un peu qui oriente l'ensemble du projet de Jacqueline Hosty, la paysagiste, vous pouvez la lire, là, c'est dans ce nouveau secteur, la nature s'imbriquera plus fortement dans le tissu battu, habité à la pointe de l'ouest de l'île de Nantes, ce sera habité partout au bord d'un parc. Habiter le quartier République, ce sera trouver une variété d'échelles et de vie et de voisinage, de l'intime au métropolitain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plutôt que de faire un grand parc, eh bien, il va y avoir partout des petits parcs qui vont se mêler aux autres activités. Et l'autre aspect, c'est la variété d'échelles, c'est-à-dire l'idée de ne plus avoir la grande échelle comme on avait dans les années 60 ou 70, mais avoir une échelle de voisinage de proximité, de voisinage de quartier, puis de voisinage de toute l'île, voire le voisinage ensuite qui va jusqu'à l'ensemble de la métropole. Donc, c'est tout ce quartier-là qui est concerné par cet aménagement, sachant que le CHU va arriver ici. Donc, voilà un petit peu des principes, hein, des manières différentes d'habiter, hein, la maison individuelle, le plot, le petit ensemble ou le grand ensemble, voire la tour, un mélange, hein, ce sont ces grands principes pour chacun des îlots, pour chacune des parties, un mélange entre de l'habitat, du travail et du travail de différentes manières, c'est-à-dire de l'artisanat, du bureau, etc. Et puis, des opérations singulières qui viennent, ci et là, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, marquer, un peu caractériser le lieu. Alors, ce qui est intéressant sur ce plan, qui est une sorte de programme, et de programme seulement indicatif, c'est de voir comment tout cela se mêle, c'est-à-dire on est tout à fait à l'opposé du zonage qu'on a pu connaître à une époque avec la zone artisanale, la zone commerciale, la zone d'habitation. Ici, vous voyez que les logements sont en bleu, avec différents types de logements qui sont marqués par différents bleus, les équipements sont en jaune, les activités
sont en rouge, les bureaux sont en rouge, en rose, vous avez les artisans. Bon, c'est-à-dire que dans chaque îlot, vous avez un mélange de tout ça. Ça, c'est le maître mot aujourd'hui, la mixité des fonctions, la mixité des usages et aussi la mixité des formes. Une autre caractéristique qui a été prise en compte, eh bien, c'est que Nantes, auparavant, était versée par de nombreux bras de la Loire et ils cherchent à retrouver certains de ces trajets, c'est-à-dire retrouver un petit peu des trajets naturels de l'eau. Bon, voilà des dessins qui ont été réalisés pour étant, non pas pour montrer ce que sera le quartier, mais l'esprit du quartier. Et on voit bien cette idée d'une grande diversité morphologique, d'une diversité, je vous ai dit, de fonctions, et surtout la présence permanente du végétal dans la ville, avec une très forte densité. L'idée, quand même, est de densifier la ville, c'est-à-dire d'éviter une extension urbaine sur les campagnes. Et là, effectivement, dans le cœur, sur l'île de Nantes, il y a un foncier, un potentiel foncier important. Mais là, vous voyez encore la grande diversité morphologique qui est proposée dans un espace dense. Et là, tout à l'heure, ce que je vous disais sur l'idée d'une proximité de voisinage, c'est-à-dire être à l'échelle de la rue, être à l'échelle du trottoir ou à l'échelle ici des circulations pour les piétons, est très importante. C'est-à-dire que on essaie de retrouver des caractéristiques qui préexistaient déjà dans le quartier. Et ça a été fait grâce encore à une étude sensible de l'espace existant. Donc le lieu essaie de se créer un avenir qui exploite ce qui existait déjà là, c'est-à-dire de la vie de quartier, de la vie de rue, de la vie de voisinage, de la proximité, sachant qu'on puisse faire un maximum de choses à pied, de la proximité des commerces. Et effectivement, sont privilégiées fortement les circulations douces, c'est-à-dire les commerces, les circulations vélo, les circulations piétonnes, etc. Donc, et là, un dessin, là encore, une sorte d'idée de ce que serait la silhouette des berges de l'île, la silhouette côté sud, avec une très grande diversité morphologique, tout en ayant une très grande densité. Et tout en aménagement quand même au bord de la rivière, toujours des lieux de verdure. Alors sur cette île, il reste encore des zones industrielles qui sont très remarquables. Les usines Begacé, par exemple, magnifiques bâtiments, qui ont terminé leur activité de production sucrière, puisque ce sont les cannes à sucre qui venaient des Antilles, qui étaient tout de suite transformées en sucre ici. Il semblerait qu'il existe toujours une activité de conditionnement. Ça, j'en suis pas sûr. Bon. Et voilà, donc ça, je vous le montre, c'est pour entraîner autre chose. Bon, donc ça, c'est concernant l'île de Nantes. Mais nous n'avons pas visité que l'île de Nantes. Il y a même un quartier qu'on n'a pas pu visiter. J'avais un peu envie de le visiter. C'était le quartier de la Madeleine, qui se trouve donc de l'autre côté de la Loire, entre l'île Feydeau et la Loire. C'est tout un quartier dans lequel vous aviez une grande halle qui accueillait les voitures omnibus et voitures à cheval, c'est-à-dire un grand espace dans lequel vous pouvez avoir ces grands véhicules et les chevaux, plus des petites cours autour, d'autres bâtiments. En fait, un quartier, là encore, où il y avait à la fois du logement, mais aussi beaucoup d'activités, des petits artisans, etc. Et tout ce quartier-là a été réinvesti pour faire un lieu d'activité, mais cette fois-ci d'activités qui correspondent aux entreprises contemporaines, les start-up, donc les petites entreprises liées souvent au numérique d'aujourd'hui. Donc les architectes sont Belvert et Lanoux, dans une agence qui s'appelle Institut Art, Culture et Ville. Donc c'est l'îlot de la Madeleine, ça a été réalisé en 2011. Et c'est intéressant, c'est de voir que là encore, ils ont conservé la halle ancienne, avec même sa charpente de bois, un bois assez cher d'ailleurs. Voilà, ses pignons de pierre, sa maçonnerie de pierre,
Et ils ont mis même une plaque de métal avec une silhouette qui rappelle la fonction ancienne, hein, vous voyez, la silhouette d'un cheval, qui rappelle la fonction ancienne de cette halle qui accueillait, je le rappelle, les voitures à cheval et les halles. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils ont joué avec ce bois et cette pierre en complétant avec un matériau qui est là à nouveau l'acier, avec un bois doré, avec des mascarons comme on en trouve un peu sur les hôtels particuliers de l'île Feydeau ou du quai de la Fosse, sauf que ici, ils sont traités avec un peu de dérision et d'humour. Le clin d'œil est quand même là. Alors, pas de chance, en 2016, tout ça brûle. Un immense incendie qui détruit tout le lieu. Donc, les mêmes, voilà ce que c'était, vous voyez, cette grande diversité dans les matériaux, mais tout ça à petite échelle, et c'est intéressant de voir le dialogue qu'il y a entre ces matériaux et la charpente existante de l'art, chose qui est assez bien réussie dans ce rapport entre le présent. Et si vous voyez ces détails d'association des matériaux qui sont assez beaux, et ces échelles de boîtes à l'intérieur de la grande halle, de petites boîtes qui correspondent à ces activités de bureau. Donc, tout brûle, et ça a été reconstruit à partir de 2016 jusqu'en 2019. C'est la même agence, ce sont les mêmes architectes qui ont reconstruit, mais cette fois-ci, ils ont renoncé au bois. Ils sont partis avec un matériau assez léger qui est du béton fibré et qui permet de faire des structures porteuses assez élégantes et assez impressionnantes, comme on vu les métaphores du colosse de Rhodes, et pour tenir la charpente. Et aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. On trouve toujours ce mélange entre des activités tout à fait 21e siècle et cette halle du passé. Et la cour et les rues qui sont autour prolongent ce qui est à l'intérieur. On retrouve l'acier Corten largement utilisé, avec, là encore, ce jeu entre les interventions contemporaines et les bâtis du passé qui sont respectés, qui sont voire même mis en valeur. Donc, voilà ce dialogue-là qui se fait entre différentes morphologies, différents matériaux, différentes échelles, entre le passé, le présent, ici pour du logement. Donc, là encore, une diversité aussi, une mixité des usages. Vous avez beaucoup de bureaux. Et ce qui est intéressant, c'est que le lieu accueille, entre autres, cette agence In situ Art, Culture et Ville, qui cherche à faire une sorte de laboratoire du site où on aborde la ville autrement. C'est-à-dire, là encore, en retrouvant un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, des caractéristiques d'un lieu habité, qui soit un lieu sensible, qui soit un lieu avec son histoire, qui soit un lieu abordé sur toutes ces caractéristiques et pas seulement la forme architecturale. Bon. Et les rues qui sont autour, qui étaient des rues d'activité aussi, sont elles aussi dans cette même logique de construction à petite échelle, dans laquelle l'acier est très présent, mais dans laquelle les structures des bâtiments anciens sont conservées et avec ce dialogue permanent entre le présent et le passé. Bon. Autre bâtiment qu'on avait vu, qui lui aussi dialogue avec les caractéristiques du lieu, après ce lieu d'activité on voit à petite échelle, c'est l'hôtel La Pérouse, fait par les époux Barthaud plus Barthaud, en 93, donc un bâtiment beaucoup plus ancien. Nous avons vu que l'extérieur lors de notre balade. C'est un peu pour ça que je voulais vous en reparler. Ce qu'on avait remarqué dans cet hôtel, c'est qu'on voit qu'il penche. Il penche, il n'est pas droit. Il retrouve la volumétrie des bâtiments autour. Pensez quand même que dans les années 80, quand on faisait un hôtel, on aurait plutôt fait un hôtel moderne, là où
ou dans les années 90, un pastiche d'architecture ancienne. Là, ce n'est pas le cas. Ils retrouvent la volumétrie traditionnelle, ils retrouvent même une écriture traditionnelle dans l'ensemble des ouvertures. Par exemple, ici, vous avez des ouvertures qui renvoient au rez-de-chaussée, qui était un rez-de-chaussée commercial ou artisanal, et deux petites ouvertures qui renvoient à un entresol qui était toujours beaucoup plus bas dans les immeubles, puis ici, un ensemble de 5 qui renvoie à un étage noble, ici à un étage un peu plus moins élevé, puis enfin l'étage attique. En fait, une écriture habituelle de l'immeuble urbain. Bon. Donc, il retrouve tout ça, mais sa caractéristique principale, bien, c'est de s'appuyer sur une caractéristique de ce lieu qui est fait que les bâtiments, et en particulier l'île Feydeau, mais pas seulement, le quai de la Fosse aussi, reposent sur des terrains qui sont très fragiles. Beaucoup de ces bâtiments sont sur pilotis d'ailleurs, voire même sur des alluvions ou sur des remblais, qui sont aussi recouverts des bras de la Loire. Ici, il y avait un bras de la Loire qui passait juste devant l'île Feydeau, c'était sur l'alluvion. Et la caractéristique, c'est que justement, ces bâtiments, ils bougent, ils s'enfoncent. Ces bâtiments, ils se bougent. Vous voyez bien ici, la quai de la Fosse, ils bougent, ils s'enfoncent. Et en fait, tout ça était très, très instable comme sol. Donc, Barthaud et Barthaud ont joué sur cette caractéristique-là, c'est-à-dire qu'ils ont donné l'idée que ce bâtiment s'était enfoncé. Vous voyez, quand on voit le soubassement, il est enfoncé. Alors, je vous ai dit, ça c'est un dessin des architectes, tout en préservant cette volonté de s'inscrire dans l'îlot urbain, dans le prolongement des bâtiments qui sont là, et non pas venir comme un bâtiment moderne s'imposer d'une manière radicalement différente. Là, on voit comment les soubassements s'enfoncent. Eh bien, ici, ils l'ont mis en scène, c'est-à-dire que, par une très belle réalisation entre la maçonnerie extérieure et la maçonnerie intérieure, vous n'avez pas de menuiserie, et du coup, la transparence est parfaite, et on voit l'enfoncement qui est mis en scène. Aujourd'hui, les lierres n'y sont plus, mais on a comme ça ce rapport entre le sol du bâtiment qui est sous le sol du trottoir, et cette mise en spectacle, avec même, pour entrer dans l'hôtel, une passerelle qui descend. On voit bien, qui a été fait par les Compagnons du Devoir, un très bel ouvrage de bois, et qui descend jusque dans la partie en sous-sol, qui est la salle des petits déjeuners, un peu monacale dans son esprit, mais assez intéressante. Et ce qui est curieux dans cet hôtel, c'est que du coup, il n'a pas un plan orthogonal, il a un plan de trapèze, et aucune chambre n'est parallélépipédique. Tout est sur un plan de trapèze, et ce qui donne une qualité d'espace assez particulière dans des chambres qui sont par ailleurs assez dépouillées, puisque l'idée des architectes, c'était de faire en sorte que ce soit les vêtements des occupants qui viennent colorer l'atmosphère. Donc, vous avez les salles de bain avec des petits carreaux de verre qui sont très belles, et là encore, lavabo en verre. Donc, une préciosité des matériaux avec un très, très, très beau travail des murs. C'est un très, très, très beau bâtiment. Je vous invite à y aller. Bon. Enfin, autre bâtiment que nous avions vu, autre réalisation que nous avions vue, c'était le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que ce mémorial, il se découvre lors de la déambulation le long de la Loire. C'est-à-dire que vous avez un grand sol qui se libère avec, le long de la Loire, avec des toutes petites plaques de verre qui sont incrustées dans le sol et qui intriguent. Voilà. Et ces petites plaques de verre nous nomment un navire négrier, et la date où il est parti. Celui-ci est parti en 1773, celui-ci 1742, celui-ci 1829. C'est-à-dire que là, on a un rappel très discret de ce qui a aussi constitué l'histoire de Nantes. Le quai de la Fosse, c'est un lieu d'où partaient des navires négriers. Il y a eu
cet épisode qui a été long, hein, sur un siècle et demi, hein, qui a été douloureux et qui a été difficilement dépassé, puisque il y a eu, je suis en train de chercher les notes que je ne retrouve plus, hein, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu une exposition qui a eu lieu en 1995 et qui a été qui a connu du succès, mais il y a eu un monument qui a été une exposition, non plutôt un colloque qui a été qui a eu lieu d'abord pour parler justement de l'esclavagisme et de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que Nantes a une histoire très lourde, mais qui était enfouie. Donc, je reprends là. C'est en 85 qu'il y a eu le premier colloque pour parler, c'était monté par des historiens, pour parler de l'esclavage. Et ça a été très mal reçu. La municipalité a refusé de financer l'opération. Bon, donc, il y a eu une réaction assez vive d'associations qui voulaient traiter de ce problème, et la réalisation d'une première exposition en 92 qui s'appelait Les Anneaux de la mémoire et qui a eu un grand succès, une exposition sur la traite des Noirs. En 98, pour fêter le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, a été montée une sculpture monumentale sur le commémoratif, sur le quai de la Fosse, et qui a été saccagée quelques jours plus tard. Donc, c'était toujours très, très mal accepté. Mais en 98, la municipalité, à l'époque, c'était Jean-Marc Ayrault, a décidé d'ériger une œuvre commémorative qui serait un mémorial, et un mémorial très ambitieux. Donc, ce mémorial est ouvert en 2011, et voilà à quoi il ressemble. Il dit quelque chose de très discret, hein, où un passé s'impose, mais de manière très discrète sur le sol. Vous avez, je crois que c'est 1800 ou entre 1700 et 1800 navires qui sont partis. Vous avez toutes ces plaques qui commémorent, qui rappellent chacun de ces navires, et un petit bloc qui nous permet d'entrer dans ce mémorial. Donc, on est quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, hein, quelque chose qui a été là, mais qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas. Et vous avez cette grande plaque de verre, hein, qui apparaît à l'extérieur. Bon. Donc, ces blocs nous invitent à descendre, et là, on va rentrer dans quelque chose qui va être de l'ordre de l'immersion, c'est-à-dire que on va trouver sous le sol, alors on a des plaques qui nous racontent justement toute cette traite des Noirs avec les grandes dates de l'abolition, et puis ben, comme je vous ai dit, 1800 expéditions partant de Nantes. Donc c'était le port le plus important en France. Hein, il y avait 40% de la traite négrière qui partait de Nantes. Donc effectivement, il y avait quelque chose qui était lourd comme passé. Il y a deux choses qui ont été très lourdes à Nantes comme passé, c'est ce passé négrier, et puis c'était aussi sous la terreur, toutes les noyades, hein, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été noyées à l'occasion des répressions, hein, des soulèvements de Vendée et Nantais. Et je reviens à ce mémorial de l'abolition de l'esclavage, apparaît ce qui a un peu justifié, pas justifié, qu'a motivé, voilà, je l'ai remis ici. L'oubli offense et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette offense. La nécessité de reparler de cette traite des Noirs pour enfin la dépasser. Aujourd'hui, ça reste un problème très, 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 très présent. Hein. Si vous allez dans les Antilles, c'est quelque chose, c'est une mémoire qui reste très, très vive. Donc là, c'est une phrase, tout ça, c'est un texte d'Édouard Glissant, et c'est cette nécessité
cette nécessité de ne pas oublier, hein, de faire appel à la mémoire. Donc, nous descendons sous le quai. Hein, et on retrouve des vieilles constructions de la fin du 19e et puis aussi les estacades de béton du début du 20e siècle, hein, qui ont constitué ces quais. Bon. Et à l'intérieur, eh bien, dans cette pénombre, sous le niveau du ciel, eh bien, vous êtes immergé dans une histoire de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que vous avez tous les trafics qui sont racontés, et puis tous les différents épisodes jusqu'à l'abolition, et les sursauts d'ailleurs qu'il y a pu y avoir, parce que ça n'a pas été quelque chose qui a été aisé, comme vous le savez. Ce qui est intéressant, c'est surtout la manière dont les architectes, alors je les rappelle, je les ai mis ici. Ah, pardon, voilà. L'architecte, c'est Julian Bonder, et avec un artiste, Christophe Vodisco, qui ont conçu ce mémorial. Un mémorial qui est vraiment remarquable. Hein. Donc, dans les profondeurs, hein, de ces estacades de béton, les estacades, ce sont des ensembles de poteaux et de poutres qui tiennent soit les digues, soit des jetées, soit des pontons. Dans ces profondeurs-là se trouve, sur ces panneaux de verre, hein, toute l'histoire de cette traite et de son abolition. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous crée aussi un espace sensible dans lequel vous allez ressentir des choses qui nous rapprochent, qui nous convoquent, qui ramènent à la mémoire, en faire une reconstitution, hein, confusément ce qui pouvait se passer dans les cales des navires, sous les ponts. C'est-à-dire que ici, on est dans un entrepont. On est dans un entrepont qui donne sur la mer. Et donc, on imagine l'expérience de ces esclaves qui traversaient pendant de longues semaines, qui vivaient dans ces entreponts, dans des conditions beaucoup plus lamentables que ce qu'on voit là. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette petite fenêtre qui se trouve à une des extrémités de ce mémorial et qui nous donne sur le palais de justice, avec toute la symbolique qu'on peut avoir d'ailleurs, et qui nous donne aussi, dont on peut voir aussi la passerelle Schoelcher, celui qui a aboli l'esclavage. Bon. Et quand on sort, intéressant aussi cette mise en scène, quand on sort, eh bien, on voit d'abord le ciel. Il y a comme une sorte d'espoir. On voit d'abord le ciel avant de remonter dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce jeu sur le dessus-dessous, le montrer, le cacher, le présent, le passé. Tout ce jeu qui est mis en scène architecturalement. Et ces grandes plaques métalliques qu'on voyait tout à l'heure, eh bien, ce sont les grandes plaques qu'on voit en bas qui marquent, sur lesquelles vous avez tout un ensemble de textes, et qui sont aussi une symbolique de la rupture, hein, qu'a été l'abolition de l'esclavage. Et le cheminement se continue ensuite le long d'un aménagement le long des rives du fleuve et sur lequel on continue de voir ces petites plaques qui nous rappellent tous les navires négriers qui ont été ici. Donc là, c'est un travail sur le lieu, sur la caractéristique du lieu et sur la mémoire d'un lieu, même si c'est une mémoire qui est douloureuse, hein, mais un travail très subtil en l'occurrence. Alors, j'avais envie d'ouvrir sur autre chose, mais peut-être que l'heure... Ah oui, peut-être que vous en avez marre. Alors, je vais quand même ouvrir juste sur celui-ci, hein, puisque Wang Shu, un architecte chinois, qui a fait en 2008 un musée d'histoire dans une ville chinoise, Ningbo. Et ce qui est intéressant, donc c'est un musée d'une architecture très contemporaine, en béton armé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, je vais passer très très vite, juste pour pointer
Vous voyez, la peau de ce musée est quand même assez étonnante. On voit toutes sortes de matériaux. Et si on regarde de plus près, vous avez toutes sortes de briquettes de pierre, de briquettes de terre cuite, hein, voilà, qui constituent l'enveloppe. Une enveloppe qui, par ailleurs, est très moderne, très contemporaine dans sa forme. Hein, ces grandes ouvertures, cette simplification des volumes. Et vous voyez, on voit comme ça ce jeu entre le béton armé, hein, qui est là, et ici, toutes ces petites briquettes. Si on regarde de plus près, vous voyez une grande hétérogénéité de tous ces petits matériaux, de toutes ces petites briquettes. Voilà. Et voilà ce que ça donne de près. En fait, parce que lui aussi, il a voulu s'inscrire dans l'histoire d'un lieu. Ici, il est dans une région où il y a une tradition des villages de ne pas gaspiller. Et là où il y a beaucoup de destruction, eh bien, on reconstruit avec les matériaux qui proviennent des destructions des maisons anciennes. C'est-à-dire que pour son musée d'histoire, il a repris quelque chose qui est à la fois une pratique traditionnelle et à la fois une pratique qui convoque le passé de la construction, des constructions. Donc c'est intéressant de voir là encore comment il a traité le lieu. Bon, dernière chose aussi, là quand je voyais ça sur l'île de Nantes, on voyait ça de l'autre côté, ça m'a rappelé une très belle œuvre d'artiste, on va finir par une œuvre d'artiste, qui est William Kentridge, qui avait fait à Rome en 2016, sur plus d'un demi-kilomètre, 550 mètres, hein, toute une évocation de l'histoire de Rome, de l'histoire et de ses mythes. Hein, vous voyez ici Romus et Romulus et la Louve, et de ses mythes. Hein. Et jusqu'à la fin, vous avez Pasolini, etc. Et il l'a fait avec une technique très intéressante qui n'altère pas. Hein. Plutôt que de peindre, ce qu'il a fait, avec un système de cache, il a nettoyé la pollution des pierres, des bords du Tibre. C'est-à-dire que ce qui est en clair, eh bien, ce qui a été nettoyé au Karcher, hein, grâce à un système. Alors voilà, vous avez ce défilé hein, qui nous raconte l'histoire de Rome, et grâce à un système de cache, il a pu produire ça. Alors, c'est doublement intéressant. Ça s'inscrit vraiment sur les berges du Tibre, qui traversent Rome, qui est vraiment un élément essentiel dans Rome. Ça joue, ça met en scène toute l'histoire, tous les mythes de Rome, et ça joue sur les phénomènes urbains qui sont la pollution, le noircissement de la pierre, son nettoyage, il y a aussi les crues du Tibre, et donc une œuvre qui est éphémère. Donc intéressant de voir comment on va réveiller une histoire du lieu, mais d'une manière éphémère. Bon, je vais m'arrêter là quand même. Voilà. Donc vous comprenez l'esprit général, hein, et comment en fait les architectes s'intéressent au lieu, en retrouvent les caractéristiques sensibles, mais aussi son passage dans le temps, son histoire. Merci.